Donc merci d'être là, merci de nous écouter déjà. On va peut-être se présenter, vous dire ce qui va se passer pendant ces enfin à peu près 40 minutes de masterclass. Donc voilà, on va évoquer qui nous sommes, ce qu'on fait au quotidien, notre blog, l'histoire et notre utilisation forcément des produits Lumix Panasonic au quotidien. Donc pour faire plus ou moins rapide, nous sommes Pauline et Benoît du blog Worldels. On est les créateurs et les fondateurs de ce blog qui est désormais notre métier. Donc moi je suis Pauline, je suis la rédactrice photographe avec Benoît du blog. Et Benoît, je te laisse te présenter. Donc bonjour, moi je suis Benoît. Donc j'ai un parcours où j'étais avant administrateur réseau dans une société de production d'aluminium. Et puis on a décidé d'arrêter nos travaux respectifs et puis d'entamer l'aventure de ce blog. Et puis donc dans ce blog, je suis le vidéaste et le développeur également. Voilà. Donc voilà, on va revenir sur l'histoire de Worldels. Donc ça fait maintenant 3 ans, en octobre, qu'on a créé ce média. On l'a créé à la veille d'un départ de voyage en Asie, donc de façon amateur au départ, tout en sachant qu'on avait vraiment envie de créer quelque chose sans avoir la prétention d'en vivre un jour, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, il est né en 2013, donc on a allié nos compétences respectives. Benoît, comme l'a dit, était rédacteur, était développeur, et moi j'étais designer merchandiser dans une grande enseigne de lingerie. Et c'est vraiment qu'à notre tour en 2014 où on s'est dit, c'est bien, on a engagé une communauté, on a créé quelque chose, mais il faut aller plus loin, il faut qu'on crée autre chose. Donc on s'est vraiment focalisé sur la photo. On a essayé de faire des photos plus professionnelles, on a optimisé la rédaction, etc. Et ça a été vraiment deux années charnières parce que c'est en octobre 2015, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, qu'on s'est lancé dans la vidéo. Donc Benoît reviendra plus sur cet aspect après. Mais voilà, les choses se sont enclenchées à partir de 2015 et c'est à partir de 2016 qu'on est devenu professionnel. Donc je vais revenir sur vraiment ce que c'est Worldels et après on parlera vraiment de nos productions. Mais Worldels, c'est un carnet de voyage dans lequel on explique et on fait le récit de nos expériences au quotidien à travers le monde. Et c'est un blog sur lequel on trouve des articles, forcément des carnets de route détaillés, des interviews, des recettes de cuisine du monde, etc. Vraiment un carnet de route global. Et c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment en 2014, à notre retour de voyage, qu'on s'est dit, voilà, il faut, hormis le fait de parler de nos voyages, il faut construire vraiment quelque chose autour de ces 4 valeurs. Voilà, nous, on a décidé de vraiment rédiger et axer notre travail global, aussi bien la photo que la vidéo, autour de ces 4 thèmes. Donc, sur le blog et sur les réseaux sociaux et dans tout ce qu'on produit, on retrouve ces 4 thèmes. Donc, il y a l'écologie, l'authenticité, la gastronomie du monde et l'aventure. Donc, forcément, sur le blog et sur les réseaux sociaux, c'est vraiment sur ça qu'on axe notre contenu. Donc pourquoi aujourd'hui on est devenu professionnel? Parce que on travaille avec des marques et des offices de tourisme pour lesquels on raconte notre expérience. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une personne sur 2 qui regarde et qui fait attention aux réseaux sociaux avant de partir en voyage, surtout dans le domaine du loisir et du tourisme. Donc quand on travaille avec les marques et les offices de tourisme, dont aussi les compagnies aériennes qu'on vous présentera tout à l'heure, on produit du contenu éditorial, on fait du live social media, du contenu vidéo à chaque voyage, mais aussi on cède les droits photos et vidéos. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les marques. Parce qu'aujourd'hui, les marques ont besoin de photos un peu moins institutionnelles, enfin ils ont besoin des deux, mais voilà, ce qu'ils ont avec nous en plus, avec nous ou les influenceurs en général, c'est voilà, des photos un peu plus expérimentielles, un peu plus, pas amateurs, parce que voilà, on essaie vraiment d'avoir de la qualité, etc. On va vous montrer après pourquoi. Une touche un peu plus humaine. Un peu plus humaine, voilà. Donc je rappelle vraiment brièvement pourquoi les marques sont intéressées de travailler avec l'influenceur. Donc un influenceur, c'est un individu qui, par son statut ou son exposition médiatique, peut influencer les comportements de consommation dans un univers donné. Son rôle est moins direct en termes de recommandation que celui d'un prescripteur, mais son influence peut être plus étendue. Donc voilà pourquoi les marques travaillent avec les influenceurs aujourd'hui. C'est comme je vous le disais, une personne sur 2 maintenant consulte des blogs ou des forums avant même de concrétiser un voyage. Et il y a à peu près plus de 70 personnes aujourd'hui qui affirment préférer
découvrir une marque ou une destination grâce à un contenu original et engagé. Donc voilà, nous c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est de faire découvrir une destination ou un lieu ou une expérience à travers une jolie photo ou une jolie vidéo. Donc voilà, je vais peut-être laisser la parole à Benoît qui parlera forcément plus de la vidéo, mieux de la vidéo que moi. Voilà. Donc bonjour, ceux qui viennent d'arriver. On ne voit pas plus pour le moment. Donc la vidéo pour nous ça a été un nouveau souffle parce qu'en fait on a dynamisé notre contenu. On travaillait d'abord sur des articles, des photos et ensuite on est arrivé donc à la vidéo. On a pu raconter nos histoires autrement aussi. On a mis en place des petites idées de scénario, voilà, du storytelling dans ce qu'on propose. Et c'est aussi un format très engageant parce que sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, accorde beaucoup plus de visibilité à la vidéo qu'à un article ou un album photo, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'on était beaucoup plus visible en produisant des vidéos. Donc là maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, ça c'est le matériel avec quoi on part lorsqu'on part en opération sur une destination ou avec une marque pour la production de contenu. Donc, on travaille avec un drone, on travaille avec le Lumix Panasonic GH4 sur lequel je vais arriver là dans quelques secondes, qui est l'appareil destiné à la vidéo. Le GX8 qui est l'appareil destiné à la photo et aussi on a un compact TZ100 de la marque Lumix également. C'est un compact pour la photo qu'on utilise pour une fonction bien particulière qui est la photo 4K. Et Pauline y reviendra dans quelques minutes. J'utilise également un stabilisateur de points, une caméra embarquée, des disques durs pour mes différents backups, on va y venir, et un ordinateur de montage pour monter mes vidéos. Alors, lorsque j'ai démarré la vidéo en mars 2015, donc c'était après un séjour en Jordanie, alors après le montage, en fait, je me suis retrouvé assez limité. Je travaillais avec un appareil entrée de gamme à l'époque, qui était une autre marque que la marque Panasonic, et je me suis retrouvé limité parce que je souhaitais vraiment être créatif et dans mes slow motion j'étais en 720 donc pas une qualité énorme et puis en termes de colorimétrie sur lequel j'attache beaucoup d'importance j'avais pas la flexibilité que je souhaitais donc. Après de nombreuses recherches sur internet je suis tombé en fait sur ce GH4 et voici les raisons pour lesquelles je suis passé à cet appareil vidéo. Premièrement, pour deux profils colorimétriques qui sont le Cinédi et le Vlog, donc je vais y venir dans quelques minutes. Deuxièmement, pour le slow motion, pour lequel j'attache aussi beaucoup d'importance, là avec cet appareil vidéo, je suis en Full HD, autant en 60 fps qu'en 96 fps. Je l'utilise aussi pour les custom settings en fait qui sont au niveau de la molette. J'ai le C1, C2 et C3. Il y a également le C4 et le C5, on y accède via le C3 mais un peu au niveau du boîtier. Et ça me permet de passer d'un réglage vidéo à un autre. Et je l'utilise aussi pour son poids. Il fait moins d'1 kg avec l'objectif 12-35 mm. Alors avant de passer à un exemple sur une collaboration qu'on a effectuée en septembre 2016, je vais en fait les meilleurs réglages pour moi qui m'ont permis d'arriver à un résultat plus qu'acceptable dans mes productions vidéo. Alors premièrement je vous parlais des customs. Donc sur le C1 je suis en 24 images par seconde qui est le format cinéma actuel en termes de fréquence d'image. Je suis aussi au niveau du C2 en 60 fps qui en post-prod me permet de réaliser des slow motion. Et en C3, je suis en 96 fps qui est encore un slow motion encore plus puissant que j'utilise un peu moins. J'active aussi sur mon écran toujours l'histogramme qui me permet en fait de gérer mes hautes lumières et mes basses lumières. Si je vois que mon signal est trop écrasé sur la droite, je serai surexposé, pas terrible pour mon image. Et si le signal est trop écrasé sur la gauche, je serai sous-exposé. Alors je tourne en Vlog, encore une fois je le dis, on y reviendra tout à l'heure, qui est le profil colorimétrique. Par contre, oubliez ce profil si vous ne n'accordez pas d'importance à la colorimétrie. Utilisez plutôt le profil naturel ou standard du GH4. Alors j'aime bien ce côté aussi un peu cinéma qui permet en fait d'avoir le sujet devant moi net et l'arrière-plan flou, donc en fait la profondeur de champ. Et pour cela, pour arriver à ce résultat,
j'utilise mon objectif toujours avec l'ouverture au plus haut entre 2.8 et 4. Je ne suis pas trop à l'aise avec l'autofocus, du coup j'utilise le focus manuel, l'option focus manuel qui me permet en fait tout simplement de régler mon focus manuellement avec la molette de mon objectif. Et puis si mon sujet bouge, alors je vais suivre en conservant la même distance. Alors la règle très importante pour avoir une image naturelle dans ce que vous filmez. Donc, je vais prendre l'exemple avec un téléphone. Si je fais ça en fait avec ce téléphone, alors vous allez le voir se tordre, mais en fait c'est une vision d'optique, mais vous allez voir surtout ce qu'on appelle un flou de mouvement. Et ce qui est important lorsque vous tournez quelque chose, lorsque vous filmez, c'est que ce que vous filmez ressemble à ce que vous voyez. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un va marcher, c'est pas très joli si vous figez son mouvement. Ce qui est important, c'est que voilà, vous allez le voir marcher, votre vidéo, votre plan doit ressembler à la manière dont il marche. Et donc pour avoir ce résultat, il faut que la règle c'est que votre vitesse d'obturation doit correspondre à 2 fois votre fréquence d'image par seconde. Donc je prends un exemple très rapide. Je suis en je veux pas de slow motion, je veux avoir un format cinéma, mon image. Du coup, alors je vais être en 24 fps, mon ouverture au plus haut, comme d'hab, 2.8, 4.0 pour avoir si je suis avec un sujet, ma profondeur de champ. Du coup, ma vitesse d'obturation doit normalement être de 1.48. Avec le GH4, c'est pas possible. Par contre, voilà, il y a un réglage qui en est très proche, c'est le 1.50. Donc, si je suis à 24 images par seconde, je me mets à 1.50. Si je suis à 60 fps, normalement je devrais être à 1.120, c'est pas possible sur GH4, mais je vais m'en approcher avec le 1.125. Voilà. Alors, on va passer un exemple de suite. Alors, c'est une vidéo qu'on a réalisée en septembre 2016 en collaboration avec une compagnie aérienne, Japan Airlines, donc sur un voyage au Japon, qui a été réalisé avec le Lumix GH4, profil colorimétrique Vlog, un drone, une caméra embarquée et le stabilisateur. Je vais rapidement faire une démo tout à l'heure. Alors je vous montre la vidéo de suite. ご存知の通り、東京は大都会ですが、そんな中でも自然あふれる公園やお寺、心休める場所が数多くあります。また東京は長年の歴史ある日本の文化と最新技術との兼ね合いが描き出すコントラストを感じ取ることができる素敵な街です。Et l'idée dans cette vidéo, c'était d'avoir un contraste entre le nouveau Japon et l'ancien Japon. Donc voilà, on va voir 2 types d'images.日本航空での快適な空の旅をお楽しみください。
Voilà, donc c'est le type d'image, le type de film qu'on peut réaliser avec le Panasonic Lumix GH4 et qui nous permet d'approcher une qualité très intéressante, notamment vers le cinéma. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme accessoire pour réaliser ce type de vidéo? Donc, ceci est un stabilisateur de points qui va me permettre, lorsque je pose mon GH4 et lorsque je le fixe dessus, d'avoir des plans directement stabilisés. Alors, je vais prendre un exemple avec Pauline. Donc, tu fais comme d'hab, quoi. Donc, voilà, je la suis en fait de cette manière. Par exemple, voilà, on est dans une jolie rue, par exemple. Et donc mon image va être directement flottante, très smooth en fait, sur mon rush. Hop, si. Je peux également aussi réaliser des plans directement au sol, de cette manière, tout en ayant une image stabilisée. Et je peux aussi en fait faire ce qu'on appelle, c'est une technique, notamment on l'a vu dans la vidéo, la technique du reveal, dans l'ancienne porte qu'on voit du Japon, et qui permet en fait, de cette manière, en démarrant d'un plan en sol, de monter petit à petit et de révéler en fait votre sujet. Et vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens, hein, partir de cette manière et de repartir vers le bas. Voilà. J'utilise aussi l'objectif qui est fixé ici, c'est mon objectif de tous les jours, le 12-35 à ouverture constante à 2.8. Comme ça, peu importe que je sois à 12 ou à 35 mm, je rentre en fait, ou entre les deux, je rentre la même quantité de lumière. Et j'utilise oui, merci. Un filtre ND variable. Alors rappelez-vous, tout à l'heure j'ai dit que lorsqu'on était à 24 images par seconde et qu'on voulait en fait avoir une image naturelle, on se mettait à 1,50. Ce qui va se passer sans ce filtre, si je suis en pleine journée d'excellentes conditions de luminosité, ce qui va se passer, c'est que mon image va être cramée parce que forcément à 1,50 on rentre beaucoup de lumière. Avec ça en fait directement, je vais pouvoir conserver ma profondeur de champ vu que je suis à 2.8, tout simplement en fait en tournant. Il est fixé sur mon objectif, hein, normalement. Et en tournant comme ça, je vais pouvoir régler en fait la quantité de lumière que je veux directement à l'intérieur de mon capteur. Et de cette manière, en fait, je vais pouvoir conserver donc mon effet cinéma que j'aime bien et gérer aussi mon exposition. Alors, pour le montage vidéo, qu'est-ce que j'utilise ? Le Mac qui est ici, donc qui est mon ordinateur de montage, qui est c'est un processeur i5. Si vous êtes vraiment intéressé par la 4K et que vous désirez vraiment monter en 4K, je vous conseille de passer sur un processeur i7. Moi, je ne peux pas le faire parce que ici, mes temps de rendu sont beaucoup trop énormes si je souhaitais monter en 4K. J'utilise le logiciel de montage Final Cut qui a une option très intéressante, notamment avec la gestion des proxys et qui va me permettre, lorsque j'importe mes plans à l'intérieur de Final Cut, de le convertir à un codec standard qui est l'Apple ProRes, donc qui a été développé par Apple et qui va me permettre de monter beaucoup plus rapidement parce que mes temps de rendu vont être beaucoup moins importants. Alors, la qualité en fait de ce que vous verrez sera moins bien que votre plan d'origine, sauf que quand vous désirez passer à l'étape de colorimétrie et d'exportation de votre film, via une seule option, vous pourrez passer en fait de votre codec proxy à votre média optimisé et vous conservez en fait tout votre montage, tout votre scénario. Ensuite, j'utilise un plugin de stabilisation qui est à l'intérieur de Final Cut qui s'appelle Lock and Load. J'utilise celui-là plus particulièrement parce que celui de Final Cut qui est intégré à Final Cut est beaucoup plus lent que celui-ci. Voilà, les temps de rendu sont beaucoup plus intéressants avec Lock and Load. J'utilise également un plugin de transition qui me permet en fait d'avoir des transitions très dynamiques, des zooms, des dézooms, des transitions sur le côté, etc. qui donnent beaucoup de dynamisme aux vidéos et qui s'appelle M-Transition. Sachant que j'utilise quand même avec parcimonie parce que vous pouvez réaliser directement vos transitions en fait avec le GH4. Alors pas des transitions digitales, mais des transitions de mouvement, c'est-à-dire que vous avez un plan intéressant ici, vous le filmez, ok je l'ai, je vais effectuer ce geste. Ensuite, disons que votre plan, on est sur un autre endroit, votre sujet intéressant est plus sur la droite. Donc vous allez partir comme ça et vous l'avez. Donc ce qui veut dire que si vous additionnez les deux plans, au final vous avez deux types de plans de cette manière. Donc si vous les coupez en deux, à la moitié,
Donc le premier plan, vous le coupez en deux au niveau du timing. Et le deuxième, de la même manière, en fait, vous allez pouvoir couvrir l'ensemble. Donc votre sujet qui était intéressant ici et votre sujet qui était intéressant là-bas. Et entre les deux, vous mettez en fait une transition, un flou par exemple, un blur, et qui va vous permettre en fait de passer d'un paysage à un autre, en fait, sans que l'internaute s'en rende compte, sans que la personne qui voit la vidéo s'en rende compte. Donc ça donne beaucoup de dynamisme. Ensuite, alors, c'est important pour moi de vous préciser qu'est-ce que c'était le Vlog, le profil colorimétrique à l'intérieur du GH4. Donc, voici le premier plan de la vidéo qu'on vient de voir. C'est le plan en fait d'origine en fait. Voilà, j'ai rien touché. On va pas se mentir, c'est pas très joli. On voit que l'image est délavée, etc. Enfin voilà, les couleurs ne ressortent pas, il n'y a pas de contraste, etc. Enfin voilà, ça donne pas envie si quelqu'un le voit comme ça. Par contre, il faut savoir que ce profil colorimétrique, il y a énormément de données couleurs à l'intérieur. Ce qui va se passer en fait quand on va appliquer un LUT, ça va permettre en fait de convertir votre profil colorimétrique d'origine vers votre résultat final que vous souhaitez, le look que vous voulez donner à votre vidéo. Et en appliquant ce LUT, on obtient un résultat comme ceci. Donc on voit que voilà, les couleurs sont revenues, le contraste est bien présent et on a un look bien plus cinéma. Et voilà, qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à regarder. Ensuite, donc je vais venir à l'étape du workflow, donc toutes les étapes de travail que j'effectue lorsque je réalise mes montages. Et ensuite, juste après ça, on viendra vous expliquer avec le matériel photo que l'on utilise. Alors premièrement, je dérush. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais importer tout ce que j'ai filmé. J'attends juste le passage. Merci. Donc l'étape de dérochage, donc je vais regarder mes plans, je vais dire bon voilà, je veux cette partie du plan, ok, je suis content, j'ai vu tous mes plans, j'ai choisi les moments que je voulais. Je vais passer à l'étape de montage en fait, sur lequel où je vais prendre mes plans, je vais les intégrer dans ma timeline, pardon, et je vais pouvoir à partir de là créer mon scénario. Une fois que mon scénario est créé, alors je vais convertir en fait mon Vlog vers un profil colorimétrique standard. C'est pas mon résultat final, mais c'est ce qui va me permettre d'aller plus loin pour corriger ma balance des blancs. Souvent en Vlog, en fait, on voit pas si notre balance des blancs est correcte. C'est le même principe qu'en photo. Hein. Donc je veux que mes blancs soient blancs dans ma vidéo. Et je vais faire cela pour tous mes plans. Ensuite, je vais passer à l'étape de gestion des hautes lumières et des basses lumières pour régler mon contraste. Dernière chose, je vais appliquer en fait mon LUT. Donc c'est cet outil qui va me permettre de donner le résultat final en termes de colorimétrie que je souhaite à ma vidéo. Alors sachant qu'il y a des personnes très malins qui m'ont beaucoup aidé et qui aident pas mal de personnes dans le monde de la colorimétrie parce qu'ils ont créé en fait des convertisseurs du Vlog vers le profil, vraiment vers le profil colorimétrique que l'on souhaite. Et ça va très vite, c'est-à-dire que moi je le fais de cette manière, mais en fait toute cette étape là, correction, balance des blancs et conversion en Rec 709, donc le profil standard, vous pouvez l'oublier et appliquer directement le LUT, donc le profil que vous souhaitez, et avoir votre résultat final directement. Donc c'est très rapide et c'est fantastique parce que ça vous évite des heures et des heures de travail. Ça c'est mon choix en fait, c'est parce que je souhaite le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Dernière étape pour moi, c'est le titrage, donc l'insertion des partenaires s'il y en a, l'insertion du logo du client s'il y en a, et SD, c'est le sound design. Voilà, quand je réalise des transitions, j'aime bien mettre des effets en fait qui appuient ma transition. Donc si je réalise une transition de mouvement de cette manière, il va y avoir un truc comme ça, et qui va permettre vraiment, voilà, encore d'appuyer un peu plus la transition et donner beaucoup plus de dynamisme à la vidéo. Donc on est au salon de la photo, donc on va vraiment rentrer dans les détails au niveau photo maintenant. Oui, donc comme on vous le disait tout à l'heure, on est blogueur voyage, mais avant tout, on se considère comme étant des créateurs de contenu. Donc c'est vraiment important pour nous de travailler avec du matériel de qualité. Et nous, on a porté notre choix sur le Lumix TZ100 et le Lumix GX8. On vous parlera juste après. Donc pourquoi on a choisi le TZ100? Alors si vous ne le connaissez pas, c'est ce compact qui est considéré comme étant le compact des voyageurs. Alors nous, pourquoi on l'utilise? Déjà parce qu'il nous permet de shooter en RAW.
Il faut savoir que le RAW, c'est un format qui nous permet de retirer tout le potentiel d'une photo pour la retouche. Donc ce qui est super intéressant pour nous, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de photographes, et nous, on apporte beaucoup d'importance à la retouche parce qu'on peut enfin mettre notre touche, notre créativité dans la colorimétrie, comme pour la vidéo, mais cette fois-ci pour la photo. On l'utilise aussi pour la puissance du capteur, qui nous permet de proposer un format d'image qui est possible d'imprimer pour les marques, et ça c'est super intéressant parce qu'on propose toutes nos photos quand les marques les achètent pour leurs brochures, pour leur publicité, etc. On l'utilise pour sa focale parce que, bon, comme on est tout le temps en train de voyager, c'est super intéressant d'avoir un zoom, comme vous voyez, super puissant, qui nous permet de shooter aussi bien du portrait que du paysage. Et enfin, pour la fonction photo 4K. Alors on va revenir vraiment sur cette fonction photo 4K. Alors qu'est-ce que la fonction photo 4K? C'est un fichier de Rafale Photo qui prend 30 images à la seconde. 30 photos d'images à la seconde. Donc tout simplement, enfin moi ça a révolutionné ma façon de travailler en voyage. Ces deux photos, je pense que quand on n'est pas photographe à la base, on aurait mis plein de voyages et vraiment beaucoup de temps à les faire, surtout celles où il y a ce mouvement de cheveux. Et en fait, ces deux photos ont été faites en une prise. L'autre avantage pour moi, c'est quand on est en voyage, il y a toujours ce dilemme de est-ce que je profite du moment présent, est-ce que je suis derrière mon objectif. Là, on ne se pose plus la question. On enclenche le mode photo 4K et on profite pleinement du moment, tout en sachant qu'on va pouvoir capturer la photo qu'on désire. Et d'ailleurs, même une ou plusieurs photos directement à même le boîtier, à même le fichier photo 4K. Donc comment ça se passe dans le boîtier? Donc là, c'est une petite vidéo qui montre comment ça se passe. Donc ça, c'était un dimanche, on n'était pas en voyage, on était juste à côté de chez nous, du côté de Lens. Et on s'est rendu sur un aérodrome et on voulait capturer le moment où l'avion allait pouvoir se poser, où allait pouvoir poser juste ses roues et capturer justement cette photo. Donc on voit que le fichier 4K est créé, le fichier Rafale. Et on peut sélectionner directement l'image que l'on souhaite de cette façon. On la sauvegarde. Et puis voilà, elle est dans le boîtier. Alors, on pourrait assimiler cela à une vidéo, mais comme elle l'a bien précisé, donc c'est une rafale d'images. Ce qui veut dire en fait que le fichier qui est créé ressemble à une vidéo, mais ça n'en est pas une parce que ça n'a pas les mêmes specs. Et puis il n'y aura pas de son. Cependant, vous allez faire comme ce que je fais avec les GH4, vous allez filmer au final. Vous allez filmer votre avion qui descend comme ça, qui descend de cette manière. Et puis vous allez arrêter votre enregistrement. Et puis vous allez extraire votre photo. Voilà. Pour résumer. Donc voilà les deux photos qu'on a pu réaliser, comme je l'ai dit, en une prise, sans que je me noie pendant une demi-heure. Et puis profiter pleinement de ce moment assez unique sur l'île Dominique où les baleines faisaient des petits sauts comme ça. Donc on utilise aussi le GX8 pour toutes ces raisons. Alors oui, le GX8 donc, est un appareil photo donc, hybride, donc très léger encore une fois. Et on l'utilise nous personnellement donc, pour réaliser des poses longues, donc des photos de ce type qui a été réalisée sur l'île Dominique, Emerald Pool, qui est un endroit exceptionnel parce que cette île est encore préservée du tourisme de masse. Et puis on a une eau de couleur émeraude et une super jolie cascade avec une super végétation. Donc voilà, on l'utilise pour ces raisons. Ensuite, on l'utilise aussi pour l'astrophotographie, notamment en été, quand il y a des ciels bien étoilés, on peut capturer la Voie lactée et son centre galactique et l'apercevoir. Et on l'utilise aussi pour le mode timelapse qui est directement intégré au boîtier. Ce qui veut dire, alors le mode timelapse, pour résumer, c'est un ensemble d'images qui va me permettre de créer une vidéo. Donc à l'intérieur du boîtier, j'ai le logiciel en fait, qui va me permettre de régler le nombre de photos que je souhaite réaliser pour réaliser ce timelapse et ainsi et également pouvoir régler ma fréquence d'image. Donc si je souhaite une photo toutes les 3 secondes par exemple ou une photo toutes les 5 secondes, tout dépend du résultat qu'on l'on souhaite. Et directement, à l'intérieur de mon boîtier, je vais pouvoir aussi exporter cette vidéo. Donc ça m'évite toute cette étape de prendre toutes mes photos, de les intégrer dans mon Lightroom par exemple et d'utiliser un plugin en plus payant pour pouvoir les exporter et réaliser mon timelapse. Là, il est directement exporté. Je l'ai sur ma carte SD, je le mets dans mon ordinateur et il est fait. Génial.
je peux l'exporter en Full HD et en 4K. Ce qui veut dire qu'en 4K, si je décide d'aller plus en profondeur dans mon timelapse et donc de pouvoir en post-production le recadrer, je peux le faire sans perte de qualité. Donc, je viens de parler du timelapse, je vais vous montrer un exemple qui a été réalisé en avril 2016, Tunnel View, Parc Yosemite, Californie. D'excellentes conditions climatiques, on avait encore de l'eau au niveau de la cascade, parce qu'il faut savoir qu'en été il n'y en a pas. Et puis, je vais vous laisser voir, ça va être plus simple. Le mouvement des nuages qui est très sympa. Voilà, donc il faut savoir que je suis resté une demi-heure, 30 minutes tout pile sur place, et en fait 30 minutes, voilà, ça vous permet de vous réaliser 360 photos, une photo toutes les 3 secondes, et vous avez 15 secondes de vidéo. Voilà. J'ai parlé aussi de l'astrophotographie. Donc ça, c'est une photo que j'ai réalisée à Saint-Raphaël cet été et qui m'a permis, alors je le savais, hein, je ne l'ai pas deviné, j'ai une application en réalité augmentée qui me permet de dire à cet endroit précis, j'aurai à cet endroit précis, 7 heures précises, j'aurai le centre galactique qui apparaîtra ici. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a la lumière, pollution lumineuse de Saint-Raphaël et puis celle du phare aussi qui ne m'a pas permis d'aller plus loin et de la pousser un peu plus, mais voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Donc j'ai utilisé l'ouverture maximale de mon objectif qui est le 15 mm 1.7 avec une vitesse à 20 secondes et 1600 ISO en réglage. Et puis enfin ces 2 dernières photos qu'on a réalisées aussi pendant notre voyage au Japon qui nous montrent vraiment l'étendue des photos qu'on peut faire super net et enfin nous on est vraiment satisfaits. Aussi bien parce que, comme Benoît le disait, ils sont légers, ils sont, enfin voilà, ils nous correspondent vraiment, autant pour tout ce qui est la fonction timelapse, etc., que pour son envergure, pour l'envergure de tous ces produits.